Une malformation, un accident brutal, une maladie soudaine ou un événement spécifique. La vie nous impose parfois des combats que nous n'avons pas choisis. Je m'appelle Méline Coulon, bienvenue dans Vaincre et sourire. Je pars à la rencontre de ceux qui ont traversé l'épreuve. Ils nous livrent leur histoire, leur victoire et surtout une formidable leçon de résilience. Comme ce podcast aborde des récits de vie intenses et sans filtre, si tu as une sensibilité particulière, je t'invite vivement à consulter la description pour connaître les thèmes précis avant l'écoute. Et rappelle-toi, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever. Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Vaincre et sourire avec Priska qui va nous raconter l'histoire de son mari Benoît qui a eu un accident de moto en mai 2022. Il décédera de cet accident, mais elle vivra aussi une naissance 6 mois après. Donc elle va nous raconter le deuil et l'accueil de la vie. Merci beaucoup encore Priska de nous raconter ton histoire. Merci pour l'invitation. Et je vais te laisser nous raconter ce qui s'est passé au mois de mai 2022. Donc mois de mai 2022, je suis en vacances. Je suis pas en vacances. Je suis à Ibiza avec ma nièce qui doit faire un stage. On est parti chercher un logement. Et en fait, je trouve le logement fin du séjour. Je rentre le lendemain. Et là, je reçois un appel d'un agent de police qui dit que qui valide le fait que Benoît est bien mon mari. Donc l'identification, je dis oui, et elle dit que un accident grave est arrivé. Elle peut pas m'en dire plus, mais qu'en tout cas, il a eu un accident et que c'est très grave. Donc j'apprends à des milliers de kilomètres que mon mari a eu un accident, qu'il est à l'hôpital, et donc c'est là que commence l'aventure, on va dire. Et donc là, toi, tu rentres directement. Comment ça se passe quand on t'annonce ça ? Quand on m'annonce ça, la première des choses, c'est que je crois que cette dame m'appelle à peu près vers 18h, 17h45, 18h. Du coup, moi je suis à l'étranger et on a déjà 2 enfants. Donc là, je sais que personne n'est au courant vu que leur objectif c'est d'identifier la personne qui a eu et d'identifier les proches, donc la femme de la personne qui a eu l'accident. Donc il y a moi qui est courant. Donc j'appelle toute la famille, j'essaie de joindre un maximum de personnes de la famille. Je lui demande où sont les enfants à cette dame, elle me dit il y a des enfants. Donc elle était au courant qu'on avait des enfants. Donc du coup, avant même de penser à je rentre tout de suite, je pense à où sont mes enfants. Donc j'organise, on va dire, de l'étranger un peu. J'appelle le papa de Benoît pour qu'il aille à l'hôpital. J'appelle mon frère pour essayer d'aller chercher les enfants. Voilà, j'essaie de gérer un peu la logistique avec leur prise en charge. Voilà, avec la prise en charge de Benoît qui est fait à l'hôpital, mais également maintenant il faut aller voir, faut savoir ce qu'il en est, parce qu'en fait on te dit rien, on te dit juste que la personne a eu un accident, et tout ce que la personne peut te dire c'est oui, je crois que c'est grave. Voilà. Et donc toi t'as juste ça et tu vis avec les infos qu'on te donne. C'est juste ça, tu essaies d'en savoir, dis mais je sais pas, là maintenant faut aller à l'hôpital, c'est l'hôpital qui peut vous dire ce qu'il en est. Et donc une fois que j'ai trouvé quelqu'un pour récupérer les enfants, parce que du coup mes enfants qui étaient jamais à la garderie étaient à l'école et ils savaient pas, en fait ils attendaient un papa parce que le papa était censé venir les récupérer à 16h30 à l'école. Et donc une fois que ça s'était géré, je me suis allé à l'aéroport avec ma valise et j'ai pris le premier vol. Comme on est sur une île, c'est insulaire, j'ai pris le premier vol pour le continent. Donc là c'était Madrid en l'occurrence. Donc j'ai pris le premier vol pour Madrid et à Madrid j'ai attendu le premier vol pour Paris. D'accord. Voilà. Et t'as mis combien de temps entre la nouvelle et arriver à Paris ? Je suis arrivé à Paris, donc je crois que j'ai pris le premier vol, je crois que ça devait être 5h30, un truc comme ça. Je suis arrivé à Paris vers 7h30. D'accord, oui, donc, mais le temps d'attente doit être... je suis resté tout l'aéroport à l'hôpital, tout la nuit à l'aéroport, parce que du coup, le dernier vol, peut-être qu'il arrive, il part de 20h30, 21h, et je suis arrivé à 21h, 22h, je pense à Madrid. Et là, j'ai fait une nuit blanche avec mes meilleurs amis. J'ai appelé mes meilleurs amis. Et après, j'ai pris mon vol à 5h du mat pour arriver à 7h. La torture, le temps d'attente. Le temps d'attente, t'es au téléphone avec... on voit le père qui essaie d'en savoir plus, mais je pense que tout le monde est sous le choc. Donc, t'as pas les informations comme tu voulais les avoir. Ouais. D'accord. T'as pas... mais t'as des informations où on te dit juste, en fait,
toute la nuit, je sais juste, c'est très grave, les médecins font de leur mieux. Ok. Ah ouais, merci. Voilà, donc, tu prends ton calme et tu dis, bah, j'attends. Pour moi, pour l'instant, c'est un accident. La personne est en vie. Tranquille. Oui. Ça va le faire. On va attendre d'arriver à l'hôpital. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que tu vis les choses, que j'ai vécu les choses, en tout cas, dans cet aéroport. Donc là, t'arrives à Paris, j'imagine, premier truc, direction l'hôpital. J'arrive à Paris, non, premier truc, c'est la maison. Pour voir tes enfants. Déjà pour tout déposer et pour avoir les informations de quel service doit partir, etc. Donc c'est très rapide, hein. Je pense que c'était 25 minutes maison et faire mise à mes enfants et après direct l'hôpital, le service de réanimation. Et là, on t'a expliqué la situation? Voilà, là en fait, il n'était pas encore monté en chambre du service de réanimation, donc c'est vraiment les urgences de réa. Donc là, on m'explique que mon mari a fait un accident de moto, que c'était un accident très grave, mais que les pompiers ont réussi à le réanimer. Donc il est en vie, mais on sait pas dans quel état. En fait, il est très très mal parce qu'il a été projeté. En fait, j'apprends juste qu'il a été projeté, que l'accident a été violent. Et que du coup là il est en réanimation, que on l'a mis en réanimation cérébrale, mais il aurait pu être en réanimation du corps, tu sais, parce qu'en fait ça a été tellement projeté que il a eu beaucoup de gros hématomes et ses poumons ont été touchés, etc. Donc voilà ce qu'on m'explique, et on m'explique que en fait on peut pas dire si ça va aller ou si ça va pas aller, que là le seul objectif des personnels soignants c'est de résorber les hématomes et de soigner le corps en fait. Ouais, pour donc, voir déjà. Voilà. Comment... Et qu'il a été mis dans un coma artificiel dans ce but-là. Il était tout seul dans cet accident? Oui, il était tout seul. C'est un accident. Moi, je mets du temps un peu à comprendre les circonstances. Jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas. Mais il a eu un accident seul en moto. D'accord. Voilà. Et que potentiellement, il a pris une espèce de petit rebord et ça a dû déstabiliser. Je sais qu'il allait un peu vite et que il a été projeté sur un poteau de tramway autour autour de Paris, la couronne, et il y a le tramway qui fait tout le tour, et donc à moins de 10 minutes de la maison, il a eu cet accident-là. D'accord. C'est ce que je sais à ce moment-là. Et puis après, en fait, on est plus, pour moi, là, c'est, il a eu un accident, il va mal, parce qu'il a eu un choc. Ouais. Donc l'idée maintenant, c'est de faire en sorte de voir, déjà, de soigner ses blessures, et après de voir... ouais, donc là, c'est plutôt, ok, il va falloir faire preuve de patience, mais ça va aller, quoi. Ok, là, on est en train de travailler pour qu'il vive déjà de son impact, qu'il vive de ses blessures, qu'il vive de ces trucs au poumon qui venaient compresser un peu, ça l'empêchait de respirer normalement et tout. Donc, de venir réduire ça, et une fois qu'on a ça, on le sort du coma artificiel. Donc, on est vraiment dans la étape, on soigne mon mari. Ok. Voilà. Donc c'est un peu les premières heures, on va dire, de ça. Et la suite, c'était comment ça s'est passé après? Les médecins, ils t'ont rapidement expliqué que c'était compliqué, que... Non, les médecins, ils ont toujours dit... en fait, ils ont tout de suite dit que c'est grave, mais ils peuvent pas me dire le degré de gravité. Voilà, c'est pas grave. Donc je sais déjà que c'est grave, qu'on peut pas me dire le degré de gravité, que leur objectif de toute façon là, vu qu'il était en vie, c'était de le maintenir en vie, d'accord, et que il est dans un coma artificiel. Donc une fois que il aura plus ces blessures qui viennent éprouver son diagnostic vital, il sortirait du coma artificiel. Et en fait, le vrai enjeu démarre après cette étape, après la sortie du coma artificiel. Parce que il a eu quand même un accident de moto, il a été hyper secoué, même s'il y avait le casque. Donc pour l'instant, en fait, pendant deux bonnes semaines, on pouvait pas dire quel était l'état de son cerveau. Parce que l'objectif, c'était que il ait plus d'hématomes, qu'il puisse, que son corps ne soit plus en grosse douleur. Parce qu'on te met dans un coma artificiel quand t'as tes énormes douleurs, parce que tu pourrais pas les supporter consciemment. Donc là, on peut pas savoir
si ta conscience est encore là. Oui, là pour l'instant ils le maintiennent, ils veulent que ça s'améliore et une fois après ils vont le réveiller pour voir les dégâts entre guillemets. Après ils vont le réveiller parce que du coup la douleur peut être supportable en tout cas. D'accord. Et donc là on pourra voir on savait que en tout cas lui le cerveau avait été secoué. On pouvait pas dire si son cerveau était encore bon, on va dire, sain ou pas sain. D'accord. On pouvait pas dire avant de faire de pouvoir travailler sur ses blessures hors cérébrales. Ok. Mais il a quand même été mis en réanimation cérébrale parce qu'on savait déjà qu'il y avait un sujet sur le cerveau. Ok. Voilà. Donc pendant 2 semaines, il a été on l'a soigné, on a fait les drains, on a fait tout ce qu'il fallait et donc après, une fois que les 2 semaines sont passées, et ben là, il est sorti on l'a enlevé le coma artificiel. Donc là, ça prend un peu de temps et après, on essaie de voir si la personne se réveille par elle-même. Ok. Voilà. Donc ça, c'était un peu le processus médical qui a duré à peu près 2 mois, 1 mois et demi. Voilà. Là, c'est très long. En fait, je pense que voilà, moi ça a été long aussi vu les circonstances, vu en fait également en fait une fois que la personne on enlève le coma artificiel, donc on espère qu'elle se réveille, d'accord. Si elle se réveille, on espère que elle réponde, d'accord. Et après donc ça laisse quand même du temps. Et si la personne ne répond pas, ben on voit qu'est-ce qu'on fait. D'accord. Voilà, c'est un peu le si on est sûr et certain que la personne on va dire que c'est fini. Moi les médecins ils m'ont clairement dit à la fin que là madame Parmentier, c'est aucun médecin de ce monde ne sait traiter le problème de votre mari parce qu'en fait ils ont fait de l'imagerie et la matière grise de mon mari était complètement touchée et la matière grise c'est notre partie la plus précieuse. Donc tu peux avoir une blessure au lobe frontal, à l'un des lobes. Donc on va essayer de pallier avec le lobe de gauche, de droite, tu vois. Mais si tu as la matière grise au milieu qui est complètement abîmée, ça ils savent plus faire. D'accord. Ils savent faire s'il y a 1 ou 2 zones du cerveau autour, voilà, qui est abîmée. Comment t'annonces ça? Comment t'annonces ça? Déjà ça prend un grand processus. Ça prend un grand processus et on t'annonce ça dans un bureau en essayant de prendre les mots, mais en général moi en tout cas on est resté 1 mois et demi en réanimation. Donc je voyais peut-être 3 fois par jour, j'étais là 3 fois par jour moi pour mon mari. Donc quotidiennement je voyais l'évolution ou en tout cas j'essaie d'en savoir plus. Donc je pense quand on arrive à me dire que personne ne peut soigner ça, c'est parce que moi je suis vraiment pas dans le déni mais en mode non, c'est encore possible. Ouais, ça va. Ouais. C'est encore même si je sais que là ça devient très compliqué, qu'on est dans un cachou-mareur limite. Si c'était ça mais que c'est très compliqué et que là on te dit en fait en tout cas déjà c'est un éminent professeur. Aucun de moi ou de mes collègues ne sommes capables de soigner ça. Cette partie du cerveau, personne ne sait la soigner. Donc votre mari et en gros son cerveau il est éteint. Voilà, c'est plus lui. On te dit clairement, c'est plus votre mari. D'accord. Et là, donc lui, il est pas du tout conscient de ce qui se passe par contre. Non, il y a plus de conscience en fait. Là, on arrive à un état où il y a plus de conscience et c'est une coquille. Je pense qu'on peut dire vide cérébralement en fait. Okay. C'est pas comme une mort cérébrale parce que tu vois, il ouvre les yeux. Je pense que on peut appeler ça une mort cérébrale. Il ouvre les yeux, mais son cerveau, il n'est plus du tout là. Il n'est plus du tout de conscience. D'accord. Il n'a plus du tout de conscience. Ça devait être terrible parce que toi, tu te vas dire, mais il a les yeux ouverts. Ça veut dire que ça peut revenir, ça peut. C'est terrible parce que au-delà de même avoir les yeux ouverts, c'est que moi, plusieurs fois, j'ai l'impression que mon mari avait répondu à certaines sollicitations de ma part, mais c'était vraiment des petits trucs, genre tu parles et ça fait ça, tu vois. D'accord. Donc t'es là, tu regardes le petit doigt. Ouais, et tu dis, mais non, en fait, il répond. Et
Et donc, et puis il y a quand même de la stimulation en fait, une fois que le corps va mieux et que là ils disent, ben on va enlever le coma artificiel. Là on est dans le service cérébral et en fait maintenant c'est à nous de jouer pour essayer de rendre de la sensibilité au corps. Donc moi je faisais des massages 3 fois par jour, je ramenais tous les jours le son. En fait il faut des choses familières. Tu vois, je prenais de la musique qu'il aimait, je parlais beaucoup, j'ai fait un cercle de ses 5 meilleurs amis pour qu'ils viennent, qu'ils prennent le relais, qu'ils parlent, qu'ils racontent des choses, en fait pour ramener la personne à la conscience, il faut que le cerveau se connecte avec des choses qu'il connaît et qui est important. Donc, on a vraiment fait même avec ses amis, on a vraiment fait une ronde de stimulation. Tu vois, moi, je crois que j'ai étudié toutes les médecines douces possibles, de la réflexologie au magnétisme, tout. Je crois que j'ai tout fait. Donc, les massages de pieds et tout ça. Donc, on essaie vraiment de stimuler. Pendant ces 2 mois, en fait, pour nous, c'est 1 mois et demi de vie. Parce qu'en fait, c'est comme si c'est quelqu'un de normal qui est à l'hôpital. Enfin, pour moi, hein. Moi, de toute façon, jusqu'à ce que ils disent 1 semaine avant la mort que, bah là, c'est fini. Pour moi, c'est pas du tout fini. Donc, ça veut dire, pour moi, il est malade et il va se réveiller et ça va être dur. Il va peut-être aller à la gare, tu sais, parce qu'il y a des centres de réadaptation, tu sais. Peut-être qu'il faudra lui apprendre à parler, à marcher, à ressentir. Mais pour moi, en fait, peut-être qu'on rentre on va rentrer peut-être dans 1-2 ans durs parce qu'il faut réanimer la vie de la personne. Mais en tout cas, il va être en vie et il y aura ça. Donc, dans ma projection, il y a cette partie difficile. Mais il y aura ça. Donc, jusqu'à, je pense, les 5 jours avant le jour où on décide qu'on arrête les machines, il y a pas de, genre, c'est sans ambiguïté dans ma tête. Oui, toi, tu commences pas à te rendre compte que ça va être compliqué, vraiment qu'il vive. Pour toi, ça va être dur qu'il reprenne sa vie, mais il va vivre. Pour moi, il y a pas de notion de mort. Ouais. Tu vois, il y a pas de notion de, qu'est-ce qui se passe. Enfin, jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, pour moi, c'est vraiment, ouais, ça va être compliqué. Jusqu'à ce que vraiment, là, ils me disent, non, je t'explique, ma cocotte, ça va pas être possible. Comment tu gères les enfants et l'hôpital? Est-ce que tu les emmènes à l'hôpital? Oui. Donc, je choisis en fait, mes enfants très tôt, le papa, je sais déjà dès le premier jour que, ça va être de la hospitalisation longue. D'accord? Moi, faut savoir que mon mari, il était très présent avec ses enfants. C'est lui qui devait aller les chercher à l'école. Et mes enfants aiment beaucoup leur papa. Et donc, en fait, et puis moi, j'aime pas cacher les choses aux enfants. Donc, je pense qu'ils sont aptes de comprendre énormément de choses. Donc, on me dit, oui, tu vas pas leur dire et tout. Mais en même temps, tu sais pas combien il va rester là. Qu'est-ce que tu vas pas pouvoir leur dire? Ils ont 5 et 7 ans. Ils sont assez, ils ont besoin de comprendre les choses. Donc, je trouve que c'est affreux de cacher ça. Donc, en fait, directement avec l'équipe soignante, je dis, je vais en parler avec mes enfants, j'en parle avec mes enfants. Et pour moi, en fait, si Benoît devait se rééduquer rapidement, c'est aussi avec la présence de ses enfants. Et que les enfants aussi, ils ont besoin de voir leur papa. Donc, je demande à l'équipe si les enfants peuvent venir. Et en fait, tu peux avoir dans ces gros services de réa où déjà, en fait, pendant qu'il était les 3 premières semaines, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient venir le voir. Quand il était en mode, on lui sauve la vie. Ok. Il y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient venir le voir. La famille proche, peut-être 1 ou 2 meilleurs amis, mais c'est tout, tu vois. Et donc, je demande si les enfants peuvent venir. Et en fait, du coup, on rentre dans un protocole d'accueil des enfants. Donc, c'est un protocole spécial. Quand les enfants viennent, ils doivent d'abord aller, en fait, faire venir des enfants dans ce type de service. D'ailleurs, normalement, les enfants viennent pas dans les services d'hôpitaux, hein, à part, normalement, c'est dans les salles d'accueil, tu sais. Ok. Dans ce type de service, donc, tu passes d'abord par la pédopsychiatre. Donc, on fait un entretien avec la pédopsychiatre, les enfants, ils jouent avec elle explique un peu les trucs de service, ils ont des Polly Pocket, tous les jeux adaptés, avec tout le matériel, vraiment le malade, le lit, d'ailleurs, je crois que je partage des vidéos des fois où on voit mes enfants jouer avec des Playmobil hôpital.
Et donc, pareil, ils passent pas par la porte que tu passes. Eux, ils passent par le bureau de la pédopsychiatre et ils sortent par ce bureau-là. Toutes les équipes, il y avait 2 services, toutes les équipes savent que mercredi à 14h, il y a les enfants de monsieur Parmentier ou les enfants de, peu importe. Tous les enfants ne viennent pas en même temps, s'il y en a d'autres. D'accord. Donc, t'as un créneau, donc 15h, 14h, 15h, il y aura ces enfants-là. Tout est étudié, ça veut dire que les portes sont fermées. Tu sais, quand il n'y a pas les enfants, ils vont pas forcément, tu travailles, ils font pas. C'est même presque l'inverse, ils laissent ouvert au cas où. Tu vois, donc là, on ferme les portes. En fait, les enfants ne doivent pas voir du tout les autres, ce qui se passe ailleurs pour éviter le traumatisme, hein. Donc, tout est fermé et tout est étudié pendant ce temps-là. Et pareil, on ressort par la pédopsychiatre, ça fait un peu un espèce de SAS. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit là quand il y a les visites. Et donc on établit au moins une fois par semaine les rendez-vous hebdomadaires. Je crois que peut-être que le week-end non parce qu'elle était pas là. Je crois que des fois j'ai réussi à faire 2 fois. Mais on crée une routine. Donc tous les soirs, les enfants savent que comme ce que je fais, hein, qu'il est très malade, que peut-être il a eu un gros bobo à son cerveau, à la tête, et donc ça on va voir quand il pourra respirer normalement, etc. Enfin normalement. Il pourra mieux respirer, qu'il aura plus ses blessures. Et donc on rentre un peu dans une routine quotidienne de famille avec un membre qui est malade à l'hôpital. Donc ça veut dire moi le soir, je vois mes enfants, je les couche. Avant qu'ils se couchent, ils font un message. Bonjour papa, j'espère que t'as passé une bonne journée. Enfin ils disent ce qu'ils veulent, tu vois. En tout cas ils font bisous, un thème fort. Et moi tous les soirs, une fois qu'ils sont couchés, je vais faire écouter le message à leur papa. Donc en fait on rentre pendant 1 mois et demi dans ce type de routine. Et donc pour eux, ça va être un peu ça leur réalité, à savoir au fur et à mesure s'il y a des gros changements. Mais c'est vraiment vers la fin que je commence, quand je vois que c'est plus possible, quand je vois que là je sais que personne ne pourra sauver mon mari, c'est là qu'on a une vraie discussion de papa il y a une trop grosse blessure, etc. Donc mais avant ça on rentre vraiment dans une vie de familiale. Ok. Ouais. Donc c'est vraiment. Et les enfants, on dit, ils ont tendance à pas avoir de filtre, à poser les mots comme ils viennent. Est-ce que ça a été le cas aussi pour toi, c'est-à-dire qu'ils posaient les questions et parfois ils ont pu avoir des phrases un peu choc où nous on n'emploierait pas ces mots-là ou pas cette façon de le dire, mais eux c'est des enfants et ils balancent un peu comme ça. Non, pendant cette période-là, je pense qu'ils étaient. Alors moi déjà mes enfants, ils sont quand même. Il peut dire des phrases chocs, mais pendant cette période-là, je pense qu'ils étaient peut-être plus dans l'observation. Et puis moi, pendant les 2 semaines après le coma de mon mari, j'apprends que je suis enceinte. Donc ça veut dire que ça aussi pareil, hein, eux, je cache pas que j'attends un bébé. Donc en fait, on est dans une dynamique un peu, c'est vraiment un espace-temps un peu particulier. C'est 1 mois et demi. Parce que cette grossesse vient aussi un peu changer le rapport, on va dire, et à la prise en charge et l'équipe soignante en fait c'est des humains. Donc je sais par exemple moi vers la fin le spécialiste il m'a dit vous savez qu'il y a du personnel soignant qui est impossible qui ne sont pas capables d'être là pendant que vous êtes là. En fait c'est une charge trop émotionnelle pour eux. Donc ça veut dire que quand vous venez le mercredi 15h, si la personne travaille, on la change de service. Parce que en fait, il y en a qui ont demandé de changer de service parce qu'en fait, elles pouvaient pas. Tu sais, t'as 4 chambres. Tu vois. En fait, il y en a, c'était trop dur de voir la maman de savoir qu'elle est enceinte, de voir les petits enfants, ils étaient tout mini, tout chou, venir en sachant que en fait c'est terminé. Oui, eux ils savaient peut-être plus rapidement, ils ont bien vu que peut-être ça allait être tu vois, ils savaient que c'était compliqué, d'accord. Et plus ça avançait vers le temps. Plus en fait vraiment tu vois l'équipe ils faisaient même eux tout pour stimuler pour ils y vont jusqu'au bout tu vois jusqu'au bout et donc il y en a c'était une charge tellement lourde qu'elle pouvait pas assister dans le service pendant que les gens venaient parce que tu vois t'es censé travailler tu fiales tout le temps donc elle partait ailleurs donc c'était vraiment et puis le fait que j'ai un ça met un peu la pression aussi pour tout le monde, le fait que j'ai un bébé et tout, il y avait vraiment tout une bébé en attente. tout cet élément un peu lourd, j'ai envie de dire, mais c'est aussi peut-être ce qui a permis aussi de mettre
un nouvel enjeu dans la Oui. famille. Même les grands, ils ont compris assez vite que voilà, j'ai un bébé aussi. Vous tu le vois. vouliez, ce bébé? Enfin, c'était quelque chose que vous aviez prévu d'avoir? Non, pas du tout. C'était un bébé surprise. Donc moi, j'ai appris. En fait, j'avais pas de mes règles. Je me suis dit, oh, c'est quand même bizarre. Et on n'attendait pas spécialement de bébé. On n'avait pas prévu de faire un troisième enfant. Et donc j'ai fait mon test de grossesse. Et là, le test de grossesse était positif. Comment t'as réagi où tu t'es dit, mon mari est dans le coma? J'ai vu le test et je me suis assise sur mon lit et silence. Et j'ai eu toutes les personnes qui ont pu, mes meilleures amies, qui ont su que j'étais enceinte, elles ont eu la même réaction, genre, ton cerveau qui fait erreur 404. Attends, qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Elle vient de me dire quoi? Moi-même, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il vient de lire? Est-ce que c'est bon? Ah oui, c'est bon. Dans le chaos. Ouais, voilà. Ça, quoi. Non, la première chose que je me suis dit, non, pourquoi moi? Je me suis dit, non, mais genre, je me suis dit, what the fuck? Ouais. Qu'est-ce qui est censé se passer là? Mon mari est dans le coma, je suis enceinte, et on a fait un podcast où j'ai parlé de ma grossesse, où j'ai pas du tout aimé mes grossesses. L'épisode juste compliqué. Avant. Ouais. Donc, en fait, moi, quand je vois la grossesse, c'est pas du tout une bonne nouvelle, parce qu'en fait, c'est pas une bonne nouvelle, pas dans le fait où avant que je me dise, et si mon mari mourait, c'est plus, mais là, je suis en train d'être enceinte, et je suis toute seule. Voilà, je suis toute seule, et il y a une espèce d'incertitude sur ce qui se passe avec mon mari, et j'ai vécu en fait, j'ai toute ma vie grossesse qui arrive, et toutes les difficultés, je suis malade. Oui, parce que dans l'épisode d'avant, on parlait que tu as la drépanocytose, et que les grossesses, c'était compliqué. Voilà. Donc, en fait, c'est pas juste la grossesse, c'est tout ce qui est lié avec la grossesse qui arrive à ce moment, après le erreur 404 qui dure 5 bonnes minutes. Toute la logique, toute mon expérience passée de la grossesse qui arrive, et le fait aussi que, en fait, là, je suis seule. Et que je suis enceinte, et qu'est-ce que je fais? Donc, ça veut dire que là, je suis pas en posture j'accueille pas vraiment cette nouvelle bien. Je suis plus en, est-ce que je vais le garder, ou est-ce que je vais avorter? D'accord. On va dire, pendant 3 jours, directement, j'ai une meilleure amie qui est sage-femme, j'en parle avec elle. Et, d'ailleurs, en fait, c'est tellement aussi le choc que elle-même, elle dit, en fait, c'est toi qui vas prendre la décision. En tout cas, je serai là pour te soutenir, peu importe la décision que tu prends. Mais c'est une décision. Je sais qu'on cherchait pas un troisième enfant, mais en fait, je suis pas seule dans mon esprit. Mon mari est toujours là, tu vois. Et donc, je suis pas seule à peser. Je pense aussi c'est ça. Je peux pas prendre une décision d'avortement. Parce que je suis pas seule à peser sur cette décision. Oui, t'attends qu'il se réveille. Oui, voilà. Tu te dis, voilà. Mais même si, en fait, je sais que il aurait jamais voulu avorter. Ça, c'est aucun doute que il aurait voulu garder. Il adorait ses enfants. Que un troisième qui arrive, ça aurait juste été une nouvelle fantastique. Donc, il y a ça qui pèse dans mon cerveau. Et en fait, très vite, j'ai ma maladie aussi qui pèse. Donc, en gros, très rapidement aussi, j'en parle à mon médecin. Et donc, j'ai fait part, en fait, mon médecin, pour m'aider à trancher, elle dit, en fait, qu'est-ce que vous aurez voulu à 2? Et je dis, moi, je sais que j'aurais voulu le garder. Est-ce que là, maintenant, toi, t'aurais envie d'avorter? Je dis, non, pas du tout. Et d'ailleurs, s'il était là, j'aurais voulu le garder. Il dit, qu'est-ce qui bloquerait? Je dis, en fait, là, je suis seule, et c'était horrible les autres grossesses et les accouchements, mais la grossesse aussi, j'étais beaucoup malade, j'étais pas là, je dis comment je vais faire? Là, lui-même il est malade, si moi bref. Donc et là mon médecin s'engage à ce que je passe une grossesse vraiment tranquille. Donc elle me dit, si c'est le poids, c'est la peur de comment va se passer la grossesse, je t'enlève ce poids-là. D'accord. Et qu'en fait je peux prendre la décision sans te baser sur le fait que ça va être horrible au niveau de ta maladie, parce que ça c'est géré, je m'engage à ce que la maladie soit maîtrisée. Ok. Et alors, tu nous disais dans l'épisode d'avant que tout ce qui est stress peut engendrer des crises par rapport à ta maladie. Est-ce que là, tu as eu des crises, du coup, aussi, le fait que forcément, c'est un stress énorme, que Benoît soit dans le coma Maintenant, là, comme je t'ai dit, directement, je suis vraiment passée en échange toutes les 5 semaines. Avant ça, j'étais pas en échange toutes les 5 semaines. Tu vois, j'avais des échanges transfusionnels, comme je te disais, j'avais pas forcément la machine tout le temps, etc. Donc là, on a vraiment calculé. Je t'avais dit, j'ai
des globules rouges qui sont pas comme tout le monde. Mm. Donc, elle disait vraiment, on mettait un maximum au plus bas mon taux d'hémoglobine S. Donc, pour que j'avais tous mes rendez-vous bien calés. Donc, je sais que j'aurais un stress, on va dire que mon stress, il était plus comme quelqu'un normal parce que tout était fait au maximum, au millimètre, on va dire, pour pas que j'ai les manifestations de la maladie. D'accord, donc ta grossesse plus le stress, ça a quand même été maîtrisé. Ça a été maîtrisé et j'ai quand même j'avais beaucoup plus ma machine oxygène, j'ai quand même pris beaucoup de Tu codéine. palliais plus. Ouais, j'ai eu beaucoup plus de codéine, mais j'ai pas fait comme la grossesse numéro 2 où là j'étais tout le temps à l'hôpital. D'accord. Ok. Sachant que la grossesse numéro 2, j'avais pas d'échange en machine, j'avais des échanges manuels. Donc en fait, on enlève juste ton sang et voilà, ça te met bien un temps, mais le taux d'hémoglobine, comme je t'ai parlé, il est toujours assez élevé. D'accord, oui. D'accord. Donc ça fait pas le même effet de traitement. Donc du coup, c'est plus ça une fois que ça c'était validé, que j'ai décidé que je gardais le bébé et voilà, j'ai pris cette décision et après le bébé il a un peu disparu de mon Mais tu t'es concentré sur Ouais. Benoît. Voilà, il y a eu une dizaine de jours où le temps que je prenne ma décision et après le bébé il a complètement disparu de mon radar et je me suis entièrement concentré sur Benoît et sur les enfants qui étaient présents. Et donc au bout de 1 mois et demi, on te dit là, on n'a pas de solution. Benoît, il est là physiquement, mais plus du tout mentalement. Voilà. Ouais. Ok, mais la suite, j'imagine que toi, tu dois dire, ok, maintenant que vous me dites ça, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi les possibilités qui s'offrent à moi? Non, au bout d'avant 1 mois et demi, déjà, les stimulations fonctionnent pas vraiment. Moi, je crois voir des évolutions, mais ils me disent non, c'est des spasmes. On fait, en fait, l'hôpital où ils étaient, ils ont une imagerie dernier cri, c'est-à-dire tous les gens d'Europe, beaucoup de gens d'Europe viennent en hélicoptère spécialement pour faire cette imagerie sur le cerveau qui fait des pourcentages, des statistiques, des stimulations. En plus de voir ton cerveau, ça donne le pourcentage de je sais pas quoi, bref, un truc. Et donc on fait cette imagerie puissante qu'on attendait de faire, d'accord, parce que ce médecin est spécialisé dans cette imagerie, qui est vraiment 100% sûr de ce qu'ils disent, tu vois. Et on fait ça, et à la suite de cette imagerie, déjà je mets quelques jours à comprendre que là il s'assoit, il m'explique, il me montre, il me dit voici un cerveau normal, voici un cerveau où on peut sauver, voici le cerveau de votre mari, voici la différence, ça on peut le faire. Voilà, lui vous voyez par exemple, mais vous voyez sa matière grise, tu vois, il me montre vraiment les clichés qui, en fait, moi je dois comprendre quel est l'impact. En fait, c'est hyper dur que quelqu'un vienne et te dise c'est foutu. Une fois que tu sais ça, normalement, légalement dans la loi, en fait, si jamais les médecins peuvent plus sauver quelqu'un a quelque chose au niveau du cerveau et qu'on sait que il y aura plus de conscience active, mais en fait, t'as une décision tripartite. T'as une décision des parents, t'as des parents de la personne. Si la personne n'a plus la conscience de prendre la décision, en fait, c'est comme ça que ça se passe. T'as la décision de la femme et du médecin. Ok. Sauf, ils vont d'abord te demander est-ce que vous avez des convictions religieuses. D'accord? Ok. Parce que s'il a des convictions religieuses précises, il y a dans certaines religions où on ne intervient pas, on doit assister. En fait, on doit faire en sorte que la personne reste en vie. D'accord? Ok. Donc là, c'est un autre débat. Nous, on n'a pas de conviction. Et aussi, ils essaient de comprendre quelle était la conviction de la personne, vu que rarement des personnes écrivent pas avant. T'écrivent et te font un détail de comment elles voudraient mourir. Personne fait ça, ok. Du coup, ils essaient de comprendre la psychologie de la personne en fonction de ce que vous allez dire chacun, etc. Donc ça, c'est la décision tripartite, ok. Donc quand moi il me dit qu'on peut plus rien faire, moi je suis toujours en mode qui es-tu déjà? Je m'en ai rien à foutre de ta machine. Donc du coup,
je fais mon maximum pour avoir un deuxième avis, ce qui se fait très peu. Parce que là, en fait, le gars, c'est un ponte de... Donc, même mon médecin, je lui demande, elle me dit, je peux pas faire ça et tout. Qui je vais trouver qui va vouloir venir contredire Ouais. Celui-là qui est le voilà, tu sais, en fait, entre médecins, limite, ça se fait pas trop. Sauf qu'on a une amie de la famille qui elle-même est anesthésiste et qui a fait son internat en neurologie avec on va dire, lui, c'était la personne qui est très douée avec les machines, les scanners, les simulations, les statistiques et tout. Et l'autre, c'est un peu le médecin de la dernière chance, des personnes, il arrive, il dit non, mais lui, on peut le sauver, tu vois, c'est vraiment dans le jargon, on va dire, dans leurs collègues, là, leur groupe, il l'appelle un peu le médecin de la dernière chance. Donc, je fais venir cette personne, qui est un éminent aussi, professeur, docteur qui vient, et parce que je veux un deuxième avis. Et donc le premier professeur, c'est un monsieur quand même relativement jeune, très très sympa. Donc il accepte, pas de problème. Donc je fais venir cette personne-là qui fait un check-up complet et en fait lui il vient s'asseoir avec moi, il me dit moi je suis le médecin de la dernière chance, moi pour moi j'en ai rien à foutre des machines. Ce qui compte c'est ce que moi je vois et comment j'interagis avec le patient et comment ce que me donne le patient. Il me dit là, je vais être très honnête avec vous, votre mari, jusqu'ici, l'autre équipe n'a pas vu ça, votre mari, il a mal. Ok. Il a plus de conscience, c'est peut-être son niveau de, son cerveau, vu l'état de l'imagerie, il me dit votre mari, c'est un cas d'école. Ok. On n'a jamais vu ça, moi j'ai jamais vu ça. C'est un cas qu'on va étudier après vous. Malheureusement, c'est un cas d'école. Ok. Donc comment ça se passe? Mais surtout, moi, je l'ai analysé, je l'ai à peine bougé. Il y a en fait, même quand t'as plus de conscience, ton corps peut réagir à la douleur. Donc ton corps va faire des crispations. Enfin, ton visage va faire des crispations, il y a des choses qui voient. Donc on peut voir que t'as mal, même si toi tu n'es pas capable de dire que t'as mal. Ok. Et donc il me dit là, par contre, c'est là où ça m'alerte. Je veux bien essayer de sauver quelqu'un qui relativement est en bonne santé, tu vois. Mais il dit quelqu'un qui souffre et qui peut pas dire qu'il souffre et que nous on voit qu'il souffre en le manipulant. Là, pour moi, c'est la fin. Et il savait que j'étais enceinte et donc il m'a dit un truc que tout le monde trouve hyper dur, mais que moi je trouve bienveillant malgré la dureté du jour. Il me dit en fait vous êtes jeune, vous avez de magnifiques petits enfants, vous êtes enceinte. Pour Benoît, c'est déjà trop tard. Vous pouvez encore vous concentrer sur la vie. Et en fait, c'est vraiment ce jour-là que je prends conscience que faut le laisser partir. Voilà, que je peux faire ce que je veux. Même en fait, je t'ai parlé tout à l'heure que normalement il y a 3 clans, qui prennent la décision. Et là, on est dans un état où il est tellement mal qu'en fait, les parents et nous, on peut plus prendre la décision. C'est que les médecins là qui vont prendre la décision. C'est que un colloque de médecins, un consortium de médecins qui va revoir tous les éléments et qui va prendre la décision. Donc c'est là que je réalise que vraiment si c'est très très grave et même de tout ce que l'autre m'avait bien expliqué, mais j'aime bien avoir les deuxièmes avis. Et surtout j'étais dans le milieu médical, donc je sais que des fois j'ai pas toujours confiance 100% à ce qu'on me dit. Et là et quand il me dit mais en fait c'est trop tard pour lui, maintenant faut se concentrer sur la vie, c'est très dur, c'est vrai. Mais c'est comme ça que j'ai eu une prise de conscience. Et donc à partir de là, je pense que le travail du médecin de Benoît, pas celui que j'ai fait appel, c'était bon. Lui après, il a fait partie du consortium de médecins qui décident. Mais ça a duré longtemps, je pense, le temps qu'il a été à l'hôpital, parce que je pense qu'il a attendu que je décide moi-même. En fait, il n'a pas mis le fait que c'est les médecins qui allaient choisir. Il a attendu que je choisisse. Et que tu prennes que la nouvelle, que tu la comprennes. Que je comprenne et que moi-même, je décide qu'on arrête tout. Tu vois, alors que en fait, j'avais plus de pouvoir de décision. Donc, il m'a laissé ce temps-là. Et donc, quand j'ai pu dire... qu'on arrête tout et que moi, j'accepte, parce que mes beaux-parents, vous avaient déjà accepté. En sachant que le frère de Benoît est mort d'un accident cérébral, déjà. Donc, ils avaient 2 enfants. Et son petit frère est mort des années avant d'un accident cérébral.
Et donc, moi, j'étais encore un peu en retenue, mais eux, je pense qu'ils ont vécu ça comme Oui, ils savaient aussi Ouais, ce que ça impliquait. Le déni était peut-être moins important parce qu'ils l'avaient déjà vécu. ouais, c'est aussi. ça. Donc, après, le déni est toujours là, mais Oui. je pense que du coup, la perception C'est pour est un peu vivre aussi différente. Ouais. survivre, je pense. Voilà. Et donc, ok, voilà, on sait que c'est la fin. Et en fait, quand on appelle la fin, c'est qu'on arrête la respiration assistée. Donc, techniquement, si la personne continue à respirer, il reste en vie. Ouais. Parce que l'euthanasie, c'est interdit. Donc, on arrête l'assistance respiratoire. Mais même là, hein, je me suis dit, il va continuer à respirer, tu vois. Et on choisit une date où on arrête. Donc, je sais pas, on est peut-être au mois de juin. Pendant des semaines, en fait, il y avait que nous et ses amis. Parce qu'on voulait vraiment faire en sorte que il y ait très peu de personnes qui se concentrent. Tu sais, Benoît connaissait beaucoup de personnes. Et donc, pendant une semaine, en fait, il est encore resté à l'hôpital. On a décidé une date qui était une semaine après. Et on a ouvert les visites. En fait, en gros, c'était une semaine pour permettre aux gens de lui dire au revoir. Ok. Donc, il y a eu les collègues, les gens qui... tout le monde prenait des nouvelles. Il y avait d'un grand groupe WhatsApp, etc. Et donc, ces personnes ont pu venir le voir à l'hôpital, etc. Et après, c'était un mardi, je crois. C'était un mardi, mais c'était le 4 juillet. Il y avait la date à 10h où le médecin vient. Donc, tu viens avec les parents, moi, il y avait ma famille, ma belle-sœur, enfin les gens importants, tu vois, mon frère, etc., qui pouvaient être là. Et j'ai pris une meilleure amie aussi, une bonne amie, qui est venue avec moi. Et donc, il a arrêté la machine. Vos enfants ont eu le droit d'être là? Non, pour le jour J, non. Et toi, tu voulais pas qu'ils... Tu voulais pas qu'ils... Non, parce qu'en fait, déjà moi-même, j'avais comme un espoir. Je me disais, bon, on va arrêter. Oui, jusqu'au bout. Ouais, on va arrêter la machine, ok. Mais jusqu'au bout, je pense jusqu'à ce que je sente plus son cœur battre. Parce que du coup, on arrête les machines, mais moi, je suis allongé sur mon mari, je prends la main et tout, et en fait, ça bat. Au bout de 3 minutes, ça bat plus. Ok. Donc, là, voilà. Ouais, là, tu prends conscience que... Non, là, du coup, j'ai déjà commencé à prendre conscience, mais là, vraiment, quand ça s'arrête, mais je pense que j'ai hurlé dans l'hôpital. Je pense que dans la chambre, j'ai fait je me souviens juste avoir hurlé un horrible non hyper long. Et après, c'est un autre univers. En fait, je sens juste le non, et après, je sais pas, heureusement qu'il y avait mon ami qui était là. Mais ma journée se passe en mode what the fuck. Maintenant, il faut annoncer aux enfants que c'est vraiment la fin aussi. Mais je suis pas déjà, je sens comme si tu erres dans ta propre vie. Tu vois, je me souviens d'être allé dans le parc de l'hôpital, d'avoir tourné un peu, tu l'as sans être perdu, là, quoi. Je suis pas du tout là. Et surtout après, on change directement, t'es mort. T'es plus en réanimation, donc dans l'heure, hein, tu vas dans une chambre nécrophile, tu vois, un espèce de truc, t'es mort, quoi. Et après, tu vas en morgue de l'hôpital. Donc, mais c'est vraiment une journée, c'est vraiment spécial le premier jour, là. Et jusqu'à ce qu'il y ait vraiment l'enterrement, t'es un peu dans un espace spatio-temporel. Même après, même jusqu'au jour de l'enterrement, je suis dans un espace un peu spatio-temporel différent. Et là, t'expliques aux enfants, puis ça pleure, puis essayer de comprendre. Déjà, avant, quand on a pris la décision, en fait, le professeur, il m'a dit, j'ai dit comment j'ai expliqué ça. Donc, en fait, le professeur, on a pris rendez-vous avec le professeur, et c'est lui qui a expliqué à mes enfants ce qui est en train de se passer et ce qu'on allait faire. D'accord. Donc, c'est lui qui a expliqué l'accident cérébral avec ses mots, qui a parlé, tu sais, là, par exemple, tu es obligé de faire des images, de dire, votre papa, il sera toujours présent dans votre cœur, mais là, son cerveau, il marche plus, donc il peut plus rien faire, il pourra plus rien faire. Donc, il n'aurait pas forcément voulu être comme ça, donc on va arrêter. Tu l'expliques ça. Et c'est surtout, qu'est-ce qui se passe après, quoi, tu vois. Les enfants de 5 ans, c'est,
ouais, et alors, qu'est-ce que, donc, je ne sais pas, vous avez pu le voir, et en fait, il sera toujours dans votre cœur, vous voyez les étoiles. Il avait fait un dessin hyper intéressant, je sais plus où est ce dessin. Mais, mes enfants, ils avaient à peu près compris. En fait, ils arrivent à être dans le moment présent et donc se dire, OK, bon, c'est comme ça. OK, d'accord, il se passe, mais il n'y a pas eu trop de sujets sur, oui, mais il va où ça? Parce qu'il avait bien expliqué, hein. Il est dans les étoiles, ça brille toujours, l'étoile qu'il a brillé dans votre cœur. C'était un truc, c'était super beau. Tu vois. Et donc eux, ils savent, ils connaissent la date. Et puis après, ben, je leur dis que quand je rentre à la maison, je leur dis que voilà, que c'est la fin. Et on rentre dans une version rapprochée du deuil, on va dire. Et donc on rentre dans la gestion administrative, mais la gestion d'après. Comme il est mort sur la voie publique, enfin, comme il est mort suite à un accident sur la voie publique. C'est pas, ça reste à la morgue. Après, son corps, il est sous scellé. Tu vois, c'est pas une mort non plus logistiquement et juridiquement, c'est pas la même chose. D'accord. Que, si tu meurs chez toi, tu vois. Donc ça veut dire qu'il reste quand même longuement le temps de tout clôturer, je sais pas quoi, à la morgue. Ouais, ça reste à peu près 20 jours. D'habitude, t'as moins de temps que ça. Et moi, dans ma culture, en fait, tant que la personne n'est pas enterrée, on fait des veillées. Donc, là, t'as les gens qui viennent se recueillir. Chez toi, c'est ouvert. Chez moi, c'était ouvert, tu vois. Donc, les gens venaient se recueillir. Les amis de la famille, les amis de mon frère qui connaissait Benoît. D'autres qui connaissaient moins Benoît, mais qui vient soutenir la famille. Donc, il y a un peu un cercle comme ça. Et puis, il y a tout ce qui va avec la gestion, on va dire, ouais, très logistique du décès. Je trouve que c'est quand même un impact très important, ça, je trouve. Oui, il y a personne qui dit, enfin, de l'administration qui va dire, écoutez, donnez-moi plein de choses, on va gérer ensemble, c'est un peu, t'as énormément tout d'un coup, quoi. Ouais, t'as beaucoup de choses à gérer, t'as des délais impartis, t'as des trucs à comprendre, pourquoi céder, pourquoi pas céder, comment on fait, rendez-vous, machin, enfin, c'était, et puis en fait, t'as toute ta dynamique habituelle qui change. Tu vois, vous êtes mariés, en fait, t'as des trucs, tu t'attends jamais, j'ai pensé ça avant. T'as, maintenant ça passe en succession, le compte en banque c'est que des comptes joints, donc en fait ça va être bloqué. Donc en fait t'as que des trucs comme ça qui vont s'enchaîner, qui vont te rappeler à la vie normale, alors que c'est pas du tout normal, tu vois. Oui. Et moi, avec la chance, j'ai un groupe d'amis vraiment exceptionnel. Et donc, j'ai aussi une amie qui est assistante sociale et qui est très forte administrativement et en fait, j'ai rien géré. Elle a pris tout ce rôle-là. Elle a aidé à gérer. Mes autres amis ont géré toute la partie enterrement. Parce que je voulais pas faire dans ma culture, on fait pas juste un enterrement, tu viens, tu parles 30 minutes et tu t'en vas. On aime bien faire un gros moment de rassemblement. Donc moi j'ai pris un funeral planner comme un wedding planner, mais il y a la même chose pour les funérailles, qui a tout organisé. On a choisi les salles, les trucs. Je voulais pas que les gens soient habillés en noir. Je voulais pas. Il y a plein de choses qui montent, quoi. Tu rentres dans la phase organisation, on va dire. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe, et puis après le jour de l'enterrement, et puis après tu retournes dans ta vie. Ouais, puis ce qui est dur, c'est que t'as justement tout cet espace où jusqu'à l'enterrement, les gens sont très présents parce que eux aussi ils vivent un peu le truc, et puis après chacun commence un peu à reprendre sa vie et t'es là. En fait, chacun reprend sa vie, t'es là. Juste après, c'est ok parce qu'en fait, du coup, t'as beaucoup de présence. Nous vraiment, il y a la partie veillée où finalement t'as beaucoup de présence, t'as des gens qui viennent te voir. Moi, j'ai des amis de longue date peut-être aussi qui sont venus. Je me souviens, on était 6 là entre amis, et en fait, tu discutes de tout et de rien, tu vois. Où on rigolait, ils essayaient de me faire rire, de changer de mettre un peu de la vie, tu vois, malgré la mort. Et après, t'as ce moment de silence qui peut être où là, tu te retrouves avec toi-même, d'accord? C'est un peu violent, limite, mais où je crois que c'était au mois de juillet. Je pense que mois d'août, je passais avec mes enfants en vacances, chez des amis, parce que je pouvais pas aller en vacances seul, et avec mes nièces aussi. Et là, tu réalises.
Et puis, mon ventre commence à grossir. Donc, ça veut dire que t'as aussi le bébé qu'on a oublié, qu'on a mis un peu de côté, en fait, au fur et à mesure, en juillet, déjà, je me souviens le jour de l'enterrement, ça se voyait pas encore, mais il y a certaines personnes qui ont vu, D'accord. qui sont venues me voir et il y en a 2, 3 qui ont osé venir me voir ce jour-là. Des amis et qui me disent, mais est-ce que t'es enceinte? Donc là, en chuchotant et tout, parce que je l'avais pas dit. Et bien sûr, évidemment, en fonction, je dis, ouais, tu voyais les personnes au bout de leur vie, encore plus en train de pleurer, quoi. Donc, et là, au mois d'août, ça reprend sa place. Donc, je réalise vraiment en septembre que je suis enceinte. Et t'as eu par moment l'impression de basculer entre la vie qui va venir et enfin la nouvelle vie qui va arriver et celle que t'auras plus aussi. Est-ce que t'as eu l'impression des fois de passer d'un côté à l'autre? La nouvelle vie qui va arriver, bon, déjà, j'en ai conscience plus en septembre. Ok. Et en fait, j'ai beaucoup eu d'épisodes où j'étais plutôt dans le regret de parce que faut savoir que Benoît était un père exceptionnel qui s'occupait, je pense, c'était même pas 50-50, tu vois, il faisait énormément de choses. C'était le genre de personne, j'ai eu mon enfant, je me suis jamais levé la nuit. Il allait prendre le bébé la nuit pour le mettre au sein. D'accord. Donc on était à ce niveau donc j'ai beaucoup vécu dans l'idéal d'avant. Ok. Et en fait, ça j'ai beaucoup vécu dedans, mais avant même d'en arriver à là, moi j'étais en septembre, j'ai réalisé que j'ai bébé, et en fait je me suis dit consciemment, le bébé il a rien demandé, j'ai décidé de le garder, il arrive en décembre, je ne peux pas être comme une loque en janvier quand le bébé est né, parce que c'est pas de sa faute. Il va pas naître, je veux pas qu'il naisse dans un environnement morbide, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc moi je suis déjà coach. Donc je suis coach professionnel et personnel et je connais le monde de coaching et là et je me dis en fait je vais me faire coacher. Je voulais pas. En fait j'avais essayé 2-3 thérapeutes pendant c'est à l'hôpital, tout le monde dès qu'ils ont su que j'étais enceinte, mon médecin a essayé de me mettre un psychothérapeute, l'obstétricien a dit mais non là faut aller voir un psychothérapeute. Donc tout le monde a mis chez les psychothérapeutes parce que c'était trop gros mon affaire, tu vois, c'était incroyable pour quasiment tout le monde restait dans c'est quoi cette histoire encore. Donc tout le monde a essayé, mais en fait les psychothérapeutes arrivent et en fait l'idée quand tu vas avoir tu veux parler d'un problème, mais en fait qu'est-ce qui se passe? Mon mari il est en coma, il va peut-être mourir. Oui. Il y avait, les problèmes que t'avais, ils pouvaient pas être réglés par eux, entre guillemets. Là, en fait, il y avait pas de matière, même elle me disait, en fait, tu sais, il y avait pas forcément, j'avais pas de besoin de psychothérapie. En gros, il y avait pas de matière mais par contre, je sais que le coaching, c'est de permettre d'aller d'un point A à un point B, d'accord? Mon point B à moi, c'est que j'avais un bébé et que je voulais pas revivre la même accouchement. Moi, l'accouchement a fait peur, c'était mal passé la première fois. Je voulais pas vivre le même accouchement. Donc, j'ai fait du coaching déjà pour m'imposer aussi, parce que moi, je suis une personne de faire. Donc, en fait, je mets en action facilement. Ça, c'est mon domaine, d'accord? Et dès qu'il faut s'asseoir et ressentir, compliqué. Voilà, tu vois. Donc, je me dis, je vais faire un coaching de lettres. Parce qu'on peut faire du coaching du faire et du coaching de lettres. Je vais faire un coaching de lettres pour me plonger, pour travailler un peu mon intelligence émotionnelle et pour aussi me plonger dans ce deuil. Sinon, je vais pas le faire et je vais me retrouver en janvier et là, je serai en PLS et donc, j'ai fait mon coaching et dans ce coaching, voilà, on a vraiment travaillé l'accouchement, on a vraiment travaillé mes croyances relatives à l'accouchement, on a vraiment créé des moments d'ancrage pour que, justement, comment je pouvais vivre un bon accouchement, qu'est-ce que je pouvais mettre moi en place donc on a vraiment travaillé ça et aussi j'avais beaucoup de colère parce qu'il a eu un accident, mais c'était un accident seul, donc j'avais quand même énormément de colère. En gros, tu m'as laissé. Donc j'ai beaucoup travaillé la colère aussi. Qu'est-ce qui t'a aidé justement à passer au-dessus de tu m'as laissé? Je pense que le coaching m'a vraiment aidé parce que j'ai fait beaucoup d'introspection. J'ai répondu. En fait, le coaching, c'est répondre à des questions, hein, tout simplement. Ça m'a permis de prendre de la hauteur et aussi de me dire que en fait c'est le destin. Et aussi je pense que il
il y avait un truc, c'est bah rien n'arrive par hasard. Ok, il est mort, mais il y a le bébé. Tu vois, il y a aussi un espèce de passation, tu vois. J'ai l'impression. Donc, j'ai eu, avec des exercices ou des choses qu'on peut mettre en place, que je mets aussi en place notamment pendant le coaching, j'ai réussi à surpasser cette colère en sachant que on décide pas hein, décide pas de partir. Oui. Et c'était vraiment un accident pour le coup. Et donc que il aurait préféré être là avec le bébé aussi, d'accord, que oui ça va être dur, mais je me souviens comme j'étais malade des fois avec mon mari, il disait toujours, je lui disais toujours mais moi de toute façon je vais mourir avant toi. Moi je lui disais ça parce que ma maladie est tellement et lui il rigolait toujours, il disait mais jamais de la vie tu meurs avant moi parce qu'en fait moi je serais incapable de gérer. Donc il dit non c'est moi qui vais mourir avant. Et donc tu vois, il y a tous ces moments qui revenaient et après j'ai aussi donc il y avait le bébé qui m'a tenu. Il y a aussi nous on a un gros, tu vois, les ancêtres c'est important dans ma culture. Donc quand tu meurs, après tu deviens un ancêtre et que en fait les ancêtres font toujours partie de ta vie, te protègent toujours. Donc je pense aussi il y a un peu tout ce truc culturel autour. La mort est beaucoup moins perçue. Tu vois, en fait ça va être triste, mais je trouve il y a moins ce côté tabou D'accord, de oui. la mort. Vous en Tu parlez. vois, tu fais la mort, du coup, tu dois être triste, tu rigoles pas. Enfin, nous, on fait un retrait de deuil, tu vois. En fait, 1 an après que la personne est morte, on dit que ça y est, c'est fini. Non, tu vas dans la vie des vivants, tu vois, c'est bon. Et ça t'a aidé justement de. Ouais, moi, je pense que ça m'a aidé, ouais. Il y a un peu je pense, enfin, tu sais, ce côté, est-ce que j'ai le droit Oui. de nouveau vivre? Voilà, c'est ça. Mais je pense que le retrait de deuil m'a beaucoup aidé maintenant, en fait, le retrait de deuil, il sert à ça. On retire, tu retournes dans ta vie. C'est assez normal de retourner, même, tu peux avoir un nouveau mari, un nouveau compagnon, ou tu vois, genre, une nouvelle femme, si t'es une veuve. Donc, si vraiment là, il est parti dans le monde des ancêtres, toi, t'es dans le monde des vivants, continue ta vie dans le monde des vivants. Et lui, il est jamais loin, il veillera toujours sur toi, il te protège. Voilà, c'est ça. Donc, ça m'a vraiment aidé. Et bien évidemment, j'ai serré le bébé. Je pense que mon deuil, bon, le coaching m'a aidé au début. J'ai pu faire mon accouchement. J'ai fait le meilleur accouchement de ma vie. Ok, j'ai pas ressenti. J'ai fait mon accouchement avec mes amis en WhatsApp. Donc, en fait, j'ai ma meilleure amie qui, elle, ne veut absolument pas d'enfant. Donc, j'ai choisi elle pour cette raison, parce que je me suis dit, comme ça, elle va vivre aussi l'expérience un peu de l'accouchement. Et en fait, je pense que le fait d'avoir pris quelqu'un qui connaît absolument pas ça, elle avait un peu, tu sais, quand tu connais pas, elle a pris des libertés ou c'est pas posé 10 000 questions, tu vois. Okay. Par exemple, le fait de faire le WhatsApp en pleine salle de césarienne avec 6 amis, enfin tout le monde on était en conférence WhatsApp quoi. Donc t'as 16 minutes de conférence WhatsApp où tu vois comme tu vois tu sais sur WhatsApp tu vois tous les petits comme une conf call. Donc tu vois comme moi je suis là et que le bébé sort, l'émotion de tout le monde et en fait je pense que tout ça, le fait que je sois avec toutes mes amies, avec ma mère, enfin l'énergie de plein de gens, ça m'a permis d'elle qui connaît pas du tout le domaine, qui a un stress différent, ça m'a permis de vivre un super et d'avoir travaillé sur pourquoi je ferais la même chose, comment je peux faire en sorte que si c'est moi qui choisis de choisir elle, ça faisait vraiment partie du travail de coaching pour avancer. C'est vraiment un coaching plus de quelles décisions je prends pour changer un peu ce que j'ai vécu. Et c'est un peu ce que je fais avec mon coaching identitaire, c'est qui t'as envie d'être et comment tu veux prendre cette décision pour pouvoir aller atteindre le résultat bien. Ouais. Donc une fois qu'il y a eu ça, il y a eu le bébé, et le bébé, je pense que c'est le rayon de soleil de cette époque, même pour ses frères. Je pense que ses frères, surtout le plus petit en tout cas, lui, il a navigué dans ce deuil, on dirait il surfait sur la vague assez facilement. Le plus grand, c'était déjà un peu plus dur, mais ça a été ok, parce qu'en fait on avait tous autre chose à faire que de se rester dans ce deuil et aussi, mais vraiment je pense que ça m'a aidé parce que j'ai eu plein de témoignages de femmes qui sont venues et qui ont eu genre limite tu te sens seul avec le deuil même si les gens sont là. En fait c'est vraiment un moment où tant que la personne n'a pas vécu exactement la même chose, elle peut pas comprendre.
Ouais, Donc même si pour elle, je trouve que le deuil, c'est un moment où tu te sens seul, même si t'es hyper entouré. Et donc, dans j'ai commencé à raconter quand même mon histoire assez rapidement sur les réseaux. Donc ça veut dire que moi, ponctuellement, j'ai des femmes qui sont en train de vivre des drames tout aussi dramatiques. C'est la redondance. Mais une qui m'a particulièrement choquée, c'est une qui a eu son mari, il a eu un accident de moto. Elle avait 2 enfants. Elle était enceinte. Elle venait d'accoucher. En fait, c'était presque la même histoire. Ouais. Sauf que elle m'a écrit. Elle me dit mais moi en fait, ça fait 2 mois que j'ai accouché. Ça fait 2 mois, enfin 2-3 mois qu'il est mort. Enfin 6 mois qu'il est mort. Je ne peux pas me lever. Je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants. En fait, on avait exactement la même situation et exactement une vie qui était à vraiment différente. Ouais, des kilomètres. Vous avez vécu le deuil de façon complètement différente. On a vécu le deuil et surtout sortir de ce deuil-là de façon complètement différente. Et donc, j'ai eu des femmes qui venaient me poser. En fait, je pense que c'est un soutien, c'est peut-être à quelqu'un qui a la même histoire. Jassiri, tu dirais que c'est un cadeau que t'as laissé Benoît? Oui, je pense que Jassiri, c'est un cadeau de Benoît ou de l'univers, ou de, je sais pas. Et que rien n'arrive comme par hasard. Et quand quand déjà j'ai eu beaucoup de colère aussi envers un peu, je sais pas quoi, mais en mode, j'ai eu ma maladie. Je suis venu en France, j'étais malade, j'ai vécu sans ma famille, j'étais parti à la DAS. En fait, j'ai refait ma vie. Je me suis dit, en fait, dans ma vie, tant qu'il n'y a pas de drame, parce que pour moi, vraiment, la mort de mon mari, c'était tellement inattendu et tellement impossible. Et en plus, c'est arrivé au moment où j'ai eu ma best life. Ça veut dire que je suis dans l'investissement, donc on a eu nos immeubles, on commence à avoir nos rentes immobilières, on avait décidé de partir, de tout quitter l'Île-de-France, de partir dans le sud. Genre 1 mois avant, on allait à Montpellier pour regarder les maisons qu'on va louer, où est-ce qu'on aimerait bien louer, dans l'optique, tu vois, on regardait les villas avec piscine, on était... le tableau était parfait, au top, tu vois, genre... et la redescente, donc ça a été très violent. Et j'étais vraiment pendant plusieurs semaines en mode, mais pourquoi moi, encore une fois? Et en fait, déjà en 2021, avant qu'on fasse ces apparts, j'ai fait un diplôme de coaching avec une spécialité en neurosciences. Donc, je me suis spécialisé sur les sciences du cerveau. Et même le professeur de Benoît pendant l'hospitalisation, il me disait, en fait, comment ça se fait que vous comprenez tout ce que je suis en train de dire? Et donc, je lui ai expliqué, il me dit, c'est vraiment une coïncidence, ça, tu vois. Donc, en fait, 6 mois avant, je suis diplômé sur c'est quoi le cerveau, comment ça fonctionne, pourquoi ça, c'est quoi les lobes, machin, les connexions. Donc, vraiment, même la biologie du cerveau. Donc, ça m'aide déjà à comprendre tout ce qu'il me dit. Parce qu'il me dit, d'habitude, c'est beaucoup plus dur à expliquer. Là, vous comprenez tout ce que je vous dis, comment ça se fait. Donc, je lui dis ça. Et donc, j'ai ça qui comprend. Il y a le bébé qui arrive. Il y a tout ce qui va être... tu vois, j'aurais jamais connu le coaching, la personne qui m'a aidé à dépasser quelque chose qui était vraiment bloquant dans ma vie, avec des grosses limites, croyances limitantes sur le sujet. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait plein de petits enchaînements qui étaient faits pour... que tu vives ça. Et pour simplifier un peu mon parcours à moi sur ce deuil. Et Jassiri, c'est un peu le cas de what the fuck, la surprise de non mais t'es sérieux l'univers, tu veux m'achever tout de suite. Et en fait c'est un cadeau parce que du coup c'est une legacy, voilà, il nous a laissé ça, c'est un cadeau qu'il nous a laissé en mode après la mort il y a la vie, tu vois. Comment t'as choisi son prénom? Alors mes enfants, ils ont tous un prénom swahili. Avec Benoît, on avait choisi le swahili, c'est une langue d'Afrique de l'Est dans le Congo. C'est pas forcément un dialecte qui est dans mon Congo Brazzaville. Donc, par contre, il est dans le Congo RDC. Et en fait, j'ai toujours voulu donner des prénoms africains à mes enfants. J'aime bien le swahili. Donc, je me suis mis sur le swahili. Et en fait, les 2 premiers avaient déjà des prénoms swahili. Donc, c'était hors de question que le 3e n'en ait pas un. Et Jassiri, ça veut dire valeureux, ça veut dire courageux. Donc je sais qu'il je me suis dit il va arriver, il faut dire qu'il soit courageux, un papa en moins.
Donc c'est comme ça que j'ai choisi. Comment tu parles de Benoît aux enfants et surtout à Jassiri qui a probablement... Enfin, les enfants ont peut-être des souvenirs, ils arrivent à se souvenir de leur papa, mais Jassiri qui, elle, l'a jamais connu, du coup. Jassiri, en fait, il sait que il a un papa, que son papa il s'appelle Papa Benoît, qu'il a eu un accident de moto, que ça lui a fait un gros bobo, et que comme il a un gros bobo, ce gros bobo, ça fait qu'il peut pas être avec nous, et qu'il est là-haut, dans le ciel, c'est d'imager. Voilà, il sait que son papa est mort et qu'il ne peut pas revenir. En fait, il sait que son papa, je sais pas s'il comprend la mort, mais c'est que son papa est dans un endroit et qu'il peut pas revenir. Et c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. C'est pas qu'il veut pas revenir, c'est pas qu'il est parti, qu'il a abandonné, c'est juste qu'il a un endroit où il peut pas revenir, mais que son papa l'aime beaucoup. Tu vois, il y a des photos. C'est ce que j'allais te dire. On voit des photos de Benoît partout. Et en fait, dans mon optique, c'est ça. Et la vie après la mort, c'est nous qui maintenons la vie après la mort, et qu'en fait, des fois les gens trouvaient ça bizarre que je parle un peu de manière. Une fois que j'ai passé mon deuil, j'ai toujours parlé de Benoît. Avant, c'était avec beaucoup quelque chose d'assez émotionnel. J'aurais pas pu faire ça sans pleurer ou avoir le. Maintenant, j'ai plus trop ça. Des fois, je vais pleurer parce que c'est des bons souvenirs et. Oui. Et par contre, pour moi, c'est important que il continue à vivre, parce qu'en fait ses enfants ont besoin de ça, parce que Jassiri il a pas de papa physiquement, donc il a besoin d'avoir un papa émotionnellement là, dans les histoires, qui comprenne un peu qui était son papa. Puis Benoît a existé. Et puis Benoît a existé, donc son existence, c'était une très belle personne, donc son existence mérite d'être célébrée. Donc voilà, il est là. Il est peut-être moins présent, je fais moins de rituels. Moi, je préfère des rituels pendant son anniversaire, ou j'aime pas trop les cimetières, mais de temps en temps, j'emmène mes enfants au cimetière. Maintenant, une fois par an, parce que j'aime pas trop les cimetières. Et puis, on y va quand même. Des fois, on fait des cérémonies. Tu sais, nous, on a des cérémonies, on peut faire des petites célébrations pour parler. Entre nous, si on a envie de parler à son ancêtre, on fait une petite cérémonie, on lui met sa boisson préférée dans la terre, il y a des trucs symboliques. Donc des fois je fais ça avec mes enfants, je leur dis qu'ils peuvent parler à leur papa si jamais ils ont envie de parler d'un sujet, et que ils peuvent toujours parler. Donc il y a toujours une connexion au papa, et puis Jassiri il a appris comme ça, et on pouvait pas lui couper de ça, parce que par exemple à la crèche, il y avait un livre un livre sur les papas, et comme les personnes de la crèche savaient que ça a été un sujet, ils se sont demandé est-ce qu'on peut lire le livre avec les autres enfants, parce que j'ai eu du mal, sa référente, elle m'a dit, je savais pas trop si je pouvais lire le livre, parce qu'il a pas son papa. Je lui ai dit, en fait, il va être dans une vie où, à majorité, il y a un papa ou une maman, ou deux papas, bon, peu importe, mais on sait que, voilà, t'es censé avoir un papa. Donc, du coup, au quotidien, il va avoir les papas des autres, il va être confronté au papa, quoi. À commencer à la crèche quand les papas viennent chercher leurs enfants. Donc j'ai dit en fait non, normalement. Et puis le papa il est présent, et puis il y a pas de tabou sur quand il a des questions, il pose des questions, il regarde beaucoup. Maintenant il est dans sa période album photo. Il a besoin de voir aussi. Ouais, mais en fait il aime bien voir, chaque enfant a son album photo depuis sa naissance, donc il regarde un peu. Il reste pas forcément bloqué que sur le papa, mais de temps en temps il peut parler de son papa Benoît. Comment ça se passe avec les parents de Benoît, du coup? Est-ce que tu as réussi à garder le lien? Est-ce que ça a été compliqué aussi, cette arrivée de ce bébé, alors que leur enfant, à eux, était décédé? Non, je pense que pour eux aussi, ça a été une très bonne chose, l'arrivée du bébé. En fait, pour eux, je pense que leurs petits-enfants, c'était toute leur vie. Donc, je pense que l'arrivée de Jassiri est venue aider. Benoît nous a laissé ça pour notre foyer, mais pour aussi la famille élargie, dans ses parents. Et non, ils sont très présents, ils sont là tous les mercredis. Tous les mercredis, c'est journée grands-parents. Moi, je suis pas là, je laisse tout le monde. Ils prennent la moitié des vacances, des fois le week-end. Si moi, par exemple, ça m'a permis aussi de pouvoir continuer quand j'ai voulu commencer une vie, repartir, sortir avec mes amis, aller en vacances sans mes enfants. Donc ils sont là, et on s'organise. Donc non, ils sont énormément présents. Et c'est un vrai soutien pour toi? Enfin, ça t'aide à te dire, Benoît, il est aussi toujours d'une certaine façon avec nous? Non, pas à ce niveau-là. C'est plus, ça m'aide en me disant,
j'ai gardé le soutien, en tout cas le soutien que ce soit logistique, parce que c'est quand même beaucoup un soutien logistique, la présence pour mes enfants. C'est plutôt Benoît est là présent. En fait, il y a la famille, ça reste une famille. Ouais. Ok, d'accord, il manque un membre, mais ça reste une famille, donc ça reste une famille de l'autre côté, parce que mes enfants sont quand même des métis. C'est aussi important d'avoir les deux aspects culturels. Oui. Et puis aussi, ça fait une présence masculine aussi. Tu vois, le papa de Benoît, le papy, donc ils ont, tu vois, en fait, mine de rien, on s'identifie à son sexe, donc qu'on veuille ou pas. On va te dire, bon, c'est genre étonnant. Un petit garçon va s'identifier à quelqu'un qui ressemble à lui, une petite fille aussi. Donc, on a besoin d'avoir les deux. Et donc, eux aussi, avec le papy, et ben, il y a on va dire, ce modèle, c'est le papa de notre papa. Donc, tu vois, ça garde une espèce d'aura paternelle aussi, je pense. D'accord. Donc, ouais, non, que ce soit les grands-parents là ou ma mère, c'est pour qu'on ait une vie de famille normale. Sinon, ça pourrait pas être possible d'avoir une vie de famille normale. Ça serait très compliqué. D'accord. Ouais. Donc, c'est des éléments clés. Et comment tu le vis aujourd'hui, cette idée de éventuellement reconstruire ta vie? Pour moi, ça y est, après j'ai fait mon deuil. En 2023, j'étais en postpartum. C'était le bébé d'abord, fallait que j'évolue en tant que maternité seule, mère seule. Donc ça a quand même été, c'était comme mère seule a été beaucoup plus dur que femme célibataire qui peut reconstruire sa vie. D'accord. Donc vraiment pour moi un enfant ça se fait à deux, et que un enfant est censé être moi j'aime beaucoup l'adage africain qui dit un enfant est élevé par tout un village, d'accord, et je trouve que c'est vraiment hyper dur la maternité, la solo maternité, et que c'est hyper dur et logistiquement et aussi en fait juste pour créer ce cocon, cet aspect communauté, et donc du coup ça a été plus dur pour moi la maternité solo que mon aspect femme, parce que du coup j'ai d'abord accepté que j'étais maman solo. Après j'ai accepté que j'étais une femme, d'accord, que je découvrais que au-delà d'être maman et au-delà même d'être veuve, parce que je me suis beaucoup qualifiée comme veuve précoce, j'étais d'abord Prisca, et Prisca était une femme, et après vers 2024, fin 2024, il y avait pas j'ai fait mon deuil, mon retrait de deuil en juillet, et donc la retrait de deuil, c'est maintenant tu repars dans ta vie. Donc tu t'es ouvert à cette possibilité. Oui, je me suis ouvert à cette possibilité-là. Voilà. Et est-ce que tu as cette vision un peu d'être de nouveau en couple avec les enfants, et Benoît qui gravitera toujours aussi dans cet univers? Déjà pour tout te dire, je suis déjà en couple. D'accord. Et ça met plus de temps, en sachant que c'est différent des autres, parce que c'est pas un couple où t'as fait une rupture. C'est un couple, la deuxième personne, elle vient avec quand même le prisme de l'autre, d'accord. Et en plus, il y a déjà les enfants, et en fait, les enfants, c'était plus pour moi, c'était plus dur ça met plus de temps pour déjà avoir que la personne corresponde à ce que je veux vraiment, parce que en fait moi j'ai pas eu de mec toxique, j'ai pas eu de trucs, c'est juste il est parti, parce que qu'elle puisse correspondre à mes exigences, et que je puisse être aussi assez en confiance pour le présenter à mes enfants, et que mes enfants ne se sentent pas c'était plus stressant la présentation aux enfants. Comment ils vont le prendre par rapport au papa, etc. Et ça s'est relativement bien passé. Donc voilà, on trouve une nouvelle dynamique, voir comment ils rentrent dans notre vie, ils rentrent dans la vie de nos enfants, voilà. Donc ça a été plus un sujet sur comment je vais expliquer ça aux enfants. Et même pour la famille de Benoît, c'est quelque chose qu'ils ont accepté. Ça a été un peu comment je vais leur annoncer aussi. Ils ont immédiatement accepté, parce que je pense qu'ils estiment que j'ai eu un veuvage hyper jeune. J'avais 38 ans quand Benoît est décédé, lui il en avait 39. Et donc pour eux, il fallait aussi que je reconstruise ma vie.
Et je pense que même pour ma famille, peut-être aussi c'est un soulagement que je sois pas, Oui. que j'arrive à avancer. Pour eux, c'est plutôt un positif, très positif. J'imagine que c'est apaisant de savoir aussi que derrière, on est à te dire, tu peux y aller aussi. Enfin, t'as le droit. Eh ben, c'était un peu, ça me stressait un peu de leur apprendre la chose, mais ça a été, comment ils l'ont pris, j'étais très contente de comment, et qu'ils me disent, en fait, pour eux, ils me disent, nous, on t'aime, on aime la famille, et ce qui est important pour nous, c'est, que tu sois heureuse. Ouais. Voilà. Donc c'est pour eux, et même comment ils l'ont accueilli, même quand ils l'ont vu, c'est vraiment, on est dans l'optique, on veut que tu sois heureuse, parce que le fait que tu sois heureuse, ça rend toute la famille heureuse, et aussi ça permet l'épanouissement des enfants et tout, donc ça s'est vraiment très bien passé. Super. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter, un conseil que tu aimerais donner aux femmes qui pourraient se retrouver dans une situation similaire? Le conseil, la première chose que j'aimerais donner, c'est déjà en fait après l'orage, il y a l'éclaircie. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, que ça peut être difficile parce qu'il y a des moments solo, mais qu'en fait ça ne reste pas comme ça, parce qu'en fait on se demande à un moment donné, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc que ça ne reste pas comme ça à vie, qu'il y a l'éclaircie qui arrive, on va avoir des meilleurs jours, et que on est capable de reconstruire une bonne vie, parce qu'on peut se dire, je sais que j'ai une amie qui m'avait dit, mais comment tu vas retrouver un mec comme ça? Donc on peut se dire, ce que j'ai perdu, je l'ai perdu à vie, je vais jamais retrouver, et que ma vie est horrible. Non, ayez de l'espoir, ça va bien se reconstruire. Et aussi, ça c'est peut-être un peu difficile, et c'est peut-être un peu ma perception des choses. En fait, c'est notre identité. En fait, c'est nous qui choisissons de comment on veut voir les choses. D'accord? Donc, oui, il y a l'émotion, oui, il y a le deuil, oui, il y a l'effet dépressif. C'est hyper dur de le faire. C'est hyper de se dire, je suis dépressive là, je suis au fond du trou. J'ai juste à décider pour aller mieux. Quel choix je fais? Voilà, c'est pas aussi simple comme raccourci, mais je suis vraiment persuadée que c'est l'identité qui définit tes résultats dans tous les domaines de ta vie, et qu'il y a un moment donné, quand je dis aux gens que j'ai décidé de faire 6 mois de deuil, et que j'ai dit ça sur Instagram, j'ai eu une panoplie de haters. J'ai dû avoir 300 personnes qui sont venues commenter, non mais elle a tué son mari, pour qui elle se prend, elle dit n'importe quoi, elle va s'effondrer, elle fera, en fait on m'a vraiment, en fait je suis vraiment persuadée qu'à un moment donné, c'est parce que je me suis dit, je décide que là je vais aller bien, d'accord? Mais quand j'ai fait cette décision, je me dis pendant 6 mois, je fais la pire de ma vie. Tu vis. Et après, je vis profondément ce que j'ai à vivre. Et après, what's next, Prisca? Et donc, mon message, c'est que on peut vraiment, peut-être qu'on a besoin d'aide pour faire ça. Moi, j'ai besoin d'aide pour faire ça. Mais on peut vraiment décider de la femme qu'on veut être à un moment donné, et que ça peut nous aider à passer à un autre état. Je suis complètement d'accord. Tu prêches une convaincue. Voilà. Merci beaucoup, Prisca, de nous avoir partagé ton histoire. Merci de m'avoir reçu dans le podcast. Merci d'avoir partagé ce moment fort avec nous. Si tu penses que cette histoire peut aider quelqu'un autour de toi, envoie-lui cet épisode. C'est peut-être le message d'espoir dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et pour soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, et d'ici là, n'oublie pas, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever.